La perle du secteur Venexian est l'objet de nombreuses convoitises, et le danger vient tout autant de l'extérieur que de l'intérieur. Dans cette nouvelle guerre, il semble que ce soit une fois de plus sur Santarcus que l'avenir du secteur se jouera. Le monde cardinal est en proie à un mal qui se terre dans les corps et dans les âmes. D'abord, des cas de maladies suspectes furent recensés au sein de la population, puis un nombre alarmant de disparitions. Enfin, une onde de panique ébranla les Tarcusiens lorsqu'ils prirent conscience que la guerre avait déjà commencé. Les hostilités furent officiellement déclarées quand la 33e division blindée cadienne fut prise en embuscade par des rebelles, identifiés comme infectés par des Genestealers. Malgré l'extrême brutalité de l'attaque, les Cadiens parvinrent à prendre le dessus en éliminant leurs assaillants. Sans perdre un seul instant, le colonel Maximus envoya ses tanks dans un autre district suite à un étrange signal radio. Ils furent accueillis par des bombardements de mortiers. Un commandant de char et son équipage furent massacrés par les hybrides, et le commissaire Aran retrouvé mort après les combats. Malgré tout, les fières troupes de l'Astra Militarum sortirent victorieuses de ce bourbier. Flavius Aetius, un officier vétéran, conduisit une force d'intervention rapide attachée à la 33e dans une région plus au nord après des rapports d'activité suspectes. Le culte les y attendait de pied ferme, abattant leurs aéronefs et causant des ravages parmi leurs unités. La riposte des Tempestus ne se fit pas attendre. Ils massacrèrent les acolytes par de précises salves de fusils radiants laser. Maximus en était à présent certain. La propagation avait atteint un stade avancé et nul doute que les Genestealers frapperaient à nouveau. Sur un autre théâtre d'opération, les Ultramarines du capitaine Fortis affrontaient la Force Peste, une bande de guerre de la Death Guard menée par Urbal Mortex, qui tua la totalité des Astartes après avoir pourtant subi un violent assaut de ces derniers. Le capitaine Praxor de Macragge perdit également la vie alors qu'il tentait de récupérer un livre relique des mains des ignobles serviteurs de Nurgle. Heureusement, le sergent Andronicus récupéra in extremis l'antique grimoire avant de battre en retraite. Ce qui ne devait être qu'une banale mission de surveillance d'un lieu de pèlerinage par l'Adeptus Custodes tourna au carnage lorsqu'ils affrontèrent une bande d'Astartes hérétiques. Seuls quelques fuyards pourront propager la nouvelle que les prétoriens de l'empereur sont sur Santarcus pour châtier les ennemis de l'empereur. Mais l'inquiétude domine. Les forces de la ruine sont déjà présentes sur le sol sacré du monde cardinal. Santarcus voit les menaces qui planaient sur elle se concrétiser. Déjà, les sbires du chaos foulent sa terre consacrée, et un mal xénos s'immisce dans sa population. Une réaction prompte et impitoyable de la part des impériaux sera essentielle pour préserver cette planète au cours de la guerre qui ne fait que commencer. Un nouveau jour se lève sur Rutilia. Autrefois appelée l'impénétrable, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les conflits entre ce que fut la croisade Fulminata et tout ce que l'humanité compte comme ennemi ont laissé une planète exsangue. De plus, l'apparition de volutes vertes dans le ciel rougeoyant de Rutilia demeure un phénomène inquiétant. Machination du Mechanicus pour les autorités tarcusiennes, signe précurseur d'une invasion xénos imminente pour les technoprêtres, la guerre ne se dispute pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les cours des palais. Arrivant à bord de leur sinistre caravelle, les Drukhari jetèrent leur dévolu sur le Monde Forge et ses réserves de noctilite. Le comte tourmenteur Ilinéade ordonna à son vassal, l'acotiste Sinistride Xorl, de diriger un assaut contre un avant-poste humain mené par un tempestor nommé Sigur. Rapidité et brutalité sont tenus pour être les atouts des Eldar Noirs, et les gardes impériaux n'ont pu que constater la véracité de la chose. Un grotesque démembrant les défenseurs, et les Gorgones se délectant de la peur de leurs victimes. Les sombres Eldari venaient de verser les premières gouttes de sang sur Rutilia. Troublé par les divinations de son grand prophète concernant leurs effroyables cousins, l'exarque Banshee Taishar regroupa l'élite de son host de bataille.
Cette dernière se composait des guerriers aspects de son temple ainsi que des redoutables scorpions. Leur but, stopper l'avancée de la cellule de Sinistride en orchestrant une attaque à l'arrière de leur position. Mais le Clévex Irandil et ses incubes les y attendaient. Le combat fratricide fut d'une violence inouïe. Perversion et noblesse se firent face. Les Hédonistes eurent finalement le dernier mot, récoltant les pierres esprits des Azuriani, tandis que Taishar, vaincu, fut promise au tourment. Les puissances de la ruine débarquèrent à leur tour sur le Monde Forge, les Thousand Sons étant attirés par les émanations psychiques d'un artefact Nécron caché au sein d'une cité minière gardée par des sions du Militarum Tempestus. D'autres entités sensibles à ces remous se rapprochèrent, comme les Azuriani prêts à épauler l'humanité contre les vassaux du changement. Les Drukhari, quant à eux, attendaient le bon moment pour agir. Des charges psychiques croisaient salves de laser et shurikens virevoltants. Les Eldar Noirs surgirent et massacrèrent les Azuriani, éviscérant leur exarque. Ils se détournèrent ensuite du combat pour subtiliser l'objet des convoitises, laissant Sions et sorciers s'entretuer pour rien. Aussi assoiffés de sang que de noctilite, Irandil et les siens se rapprochaient du précieux minerai. Ils aperçurent des Bloodraven de la force Aguerris qui étaient en faction devant un monument honorant les morts d'un âge oublié. Le sergent Julius devait tenir ce point précis, étrange lieu de garnison pour des Marines. Ceci éveilla la curiosité des Drukhis. Les Xénos menèrent un assaut frontal et violent. En un instant, le Clayvex et ses troupes s'abattirent sur les Astartes. Un Terminator fut écrasé par un grotesque, tandis que Mandragores et Incubes découpaient de l'intercessor avec un sourire macabre. Brisant les stèles, ils trouvèrent un escalier s'engouffrant dans les profondeurs. L'Archonte Eldoriac envoya donc sa cabale, la couronne pourpre, suivre le chemin découvert précédemment. Irandil et les autres débouchèrent sur une place forte souterraine gardée par de pieuses sœurs de bataille et leur supérieure Sylvia, qui avait reçu la sainte injonction de protéger les lieux de toute présence corruptrice. Et pour cause, un pilier de pure noctilite trônait au centre du complexe. Tandis que les Kabbalites nichés sur les toits les couvraient, les incubes chargèrent de front et les terrifiantes mandragores frappèrent par l'arrière. Après un massacre laissant la plupart des sœurs en charpie, Sylvia et une autre guerrière furent embarquées aux côtés de la sombre roche sur le Tantalus du seigneur Drukhari vers une éternité de sévices. Loin sous la surface de Rutilia, deux ennemis ancestraux s'affrontèrent au cœur d'une immense crypte lugubre. Le seigneur Nécron Urnak et sa suite furent interrompus en plein rituel par l'Archonte Eldoriac et sa cabale qui s'enfonçaient dans les profondeurs. Les Nécrontyres prirent l'avantage au début des combats, les pertes Eldar s'accumulant alors que les Nécrons tués se relevaient réanimés par leur énergie morbide. Soudain, Irandil ouvrit une brèche dans les défenses des Immortels, permettant au voïvode Drukhari d'engager un duel avec Urnak. L'Éternel fut vaincu, son noyau de vitalité brisé, mettant ainsi un terme à l'affrontement. Le visage fermé, l'Archonte découvrit plusieurs blocs de noctilite gravés de symboles regorgeant d'énergie. S'agissait-il d'une barrière? Le lieutenant Elias des Red Dragons, successeur des Salamanders et membre de la coalition Aguerris, eut l'ordre d'éliminer les Drukhari semant le trouble sur la planète. Apparemment, ces perfides Xénos profitaient du chaos ambiant pour récolter des esclaves, et surtout de la noctilite. À la tête d'une patrouille, Elias tenta de les prendre à revers. Mais à ce petit jeu de dupes, les enfants de Komorrag sont maîtres. Lorsque les canons du Ravageur et des Fléaux s'abattirent sur les Astartes, leur armée fut entièrement annihilée. Une amère défaite pour la force Aguerris. Elias, mortellement blessé, subit pire que la mort, empalé vivant sur le mât d'un raideur, ses bourreaux se délectant de sa lente agonie. L'espace est vaste, et pourtant les Ultramarines y sont présents dans chaque recoin. Rutilia ne fait pas exception à cette règle.
L'aide d'un groupe de vétérans des guerres tyranniques fut sollicitée par les technoprêtres en charge du Monde-Forge. Durant la première guerre vénétienne, une usine d'armement était tombée sous les assauts de l'ennemi, et aujourd'hui, une présence de bioforme s'est révélée en son cœur. Les fils de Macragge agirent. Leur assaut ne laissa aucune chance aux créatures qui se jetèrent inlassablement sur leurs armures énergétiques, souhaitant les submerger. Bolters et épées tronçonneuses frayèrent un chemin à travers la marée grouillante, jusqu'à ce qu'elles disparaissent, du moins pour l'instant. Sans prendre le temps de consolider leur position, les Space Marines Ultramar décidèrent de repartir au combat. L'objectif était clairement identifié: découvrir et détruire les Nyxenos disséminés dans le secteur. S'engouffrant dans les ruelles et les bâtiments, les Ultramarines ressentirent une onde psychique. S'ensuivit un déferlement d'aliens depuis les conduits d'aération et d'évacuation de l'usine. Ils opposèrent une résistance acharnée à des assauts incessants. Et dans la fureur du combat, les bioformes purent emporter quelques frères de bataille comme trophée. Répondant coup par coup, les Astartes détruisirent un nid à chaque soldat tombé. Au final, les fils de Guilliman triomphèrent dans la douleur. Une fois leurs blessures pansées et les morts honorés, ils eurent une nouvelle mission dans les sous-sols d'un manufactorum: se rassembler pour achever la bête tapie dans l'ombre. Soudain, un hurlement remonta des profondeurs, et une vague monstrueuse, bien décidée à engloutir tout ce qui lui barrerait la route, déferla, exhortée par un terrifiant Genestealer Alpha. L'horrible créature massacra les soldats de Macragge, qui ne durent leur salut qu'au tir providentiel d'un scout abattant l'abomination, laissant ainsi sa meute totalement régressée à un état primaire sans son lien synaptique. Au nord de la planète, un autre rugissement retentit depuis les cieux, annonçant l'arrivée des sauvages Space Wolves du Jarl Roland le Rouge, répondant à l'appel aux armes de la force Aguerris. Les ordres furent clairs: soutenir les forces en présence sur Rutilia et bouter les ennemis de l'humanité. Face à eux, le seigneur Nécron Sekenhotep tentant de pénétrer dans les cryptes d'une cité partiellement détruite. La marche macabre et lente des immortels face aux charges ravageuses et tonitruantes des fils du loup. L'avantage alla finalement aux Space Marines. Débuter la croisade par une victoire enflamma les rangs des Space Wolves, mais Roland resta impassible. Cette bataille n'était rien face au cataclysme qui s'annonçait. Rutilia est le lieu où les affrontements ont été les plus nombreux. Le secret que tentait de dissimuler le Mechanicus se retourne finalement contre lui. Beaucoup sont prêts à tout pour la sombre roche, et il y a fort à parier que le Monde-Forge devienne l'épicentre du séisme qui pourrait détruire le secteur. La planète Uriantina fut également en proie à de nombreux affrontements. Le Monde Ruche, qui par chance avait été préservé des destructions massives de la première guerre vénétienne, fit face à de nombreux problèmes qui menaçaient sa stabilité et donc celle du secteur. Le soulèvement des Zélotes, mouvement fanatique réclamant la destitution du cardinal astral Lazario de Santarcus, inquiétait des autorités qui perdaient chaque jour un peu plus d'influence. Afin de contrer cette rébellion, Honorifica et ses sœurs de bataille arrivèrent sur la planète pour y porter le courroux de l'Ordre du Suaire d'Argent. Leur objectif était également d'obtenir des informations concernant une relique sacrée, mais en vain. Au cours de leurs recherches, la sororité fut attaquée par l'apôtre Natalia, accompagnée de ses séides, tous convertis à la foi nouvelle. Après une lamentable tentative de rallier l'Adepta Sororitas à leur cause, un combat s'engagea et les dévots fanatiques finirent par repousser les filles de l'empereur. Un conclave inquisitorial et un bataillon de l'Astra Militarum vinrent aussi prendre part aux affrontements contre les rebelles. Leur but était de mettre la main sur l'un des prêcheurs des émeutiers. L'inquisiteur amalatien Salazar Richtar fut bien décidé à défendre ce domaine de l'Imperium et à défaire le mouvement hérétique. Après de violents heurts dans les dédales des ruches, la force inquisitoriale fit exécuter tous les survivants de cet étrange culte.
Cependant, si les insurrections zélotes augmentaient davantage chaque jour, des forces Xénos se firent également remarquer comme une troupe de mystérieux arlequins qui fit son entrée sur la planète. Mis en scène par le meneur de la troupe, Aérondil Tristerir, il traquait un Amboul faisant irruption dans la garnison impériale du sergent Aurélie. La représentation que donnèrent les Eldar costumés fut magistrale, éradiquant et les gardes et la créature. En remontant le tunnel creusé par cette dernière, ils atteignirent sa tanière où ils récupérèrent, au milieu de divers immondices, plusieurs pierres esprits. Mais les Eldar n'étaient pas la seule force non humaine présente sur Orientina. En effet, une phalange de Nécrons Néphrèques menée par un Scorpec aux yeux vides et à la lame enflammée, maître Traque-Étoile, fit également son apparition. Première à répondre à leur présence, la patrouille du lieutenant Delian du chapitre des Dark Angels se rendit sur place. Pris en embuscade, Delian ainsi que de nombreux Space Marines furent tués. La perte de la patrouille du lieutenant a provoqué la constitution par le commandement des Anges Sombres d'un groupe d'intervention afin de venger la mort de leur frère. Ainsi, Orientina devint le terrain de multiples interventions de la part des forces impériales, zélotes et Xénos. Les intentions des différentes factions demeurent mystérieuses, mais les prochains conflits risquent d'envenimer la situation déjà préoccupante du monde ruche. Le monde pénal de Carcérem demeure relativement isolé dans le secteur Venexian. Bien qu'a priori sans intérêt d'un point de vue militaire, les innombrables reclus du monde prison proviennent des quatre coins du secteur, et même parfois d'encore plus loin. Si bien qu'il arrive fréquemment que des membres de l'Inquisition stationnent pour une durée limitée. Tout se marchande dans ces prisons, y compris les informations. L'apparition de la mystérieuse secte des Zélotes dans le secteur n'a pas manqué d'engendrer un regain d'attention sur la planète. Un petit groupe de l'Adeptus Custodes, présent pour des raisons encore inconnues, repoussa une tentative d'infiltration des déchus. N'ayant pas conscience de la venue des prétoriens de l'Empereur, la tentative de diversion des Dark Angels renégats fut rapidement démasquée et leurs forces mises en déroute. Il semblerait que l'influence des Zélotes soit plus profonde encore que ne le suspectait l'Imperium, car les déchus eux-mêmes craignent d'avoir été infiltrés par un apôtre du Messager. Ailleurs sur la planète, profitant sans nul doute d'un portail de la toile dissimulé, quelques Drukhari réussirent quant à eux à s'y infiltrer malgré une infortunée rencontre avec des troupes du Mechanicus. Les perfides Eldar ont maintenant le champ libre et comptent bien percer les secrets du secteur Venexian afin d'en tirer avantage. Un monde carcéral peut paradoxalement offrir une voie d'entrée inattendue dans le secteur Venexian. Ceci laisse à penser que les forces impériales ne devront rien laisser au hasard. La moindre erreur d'appréciation pourrait avoir des conséquences dévastatrices.